Lorsque l'officier David Kane a pénétré dans cette maison en feu, il pensait simplement répondre à un appel d'urgence. Mais ce qu'il allait y trouver ce soir-là allait bouleverser sa vie à jamais. Car derrière ces murs en flammes se cachait une fillette de 8 ans, silencieuse, blottie contre le corps d'un chien brûlé à mort pour la protéger. Et ce qu'il allait découvrir ensuite, l'identité du chien, le passé de la fillette et le lien invisible qui les unissait tous les trois, allait défier la raison. Ce n'était pas une simple mission de sauvetage. C'était le début d'une histoire où le feu n'allait plus seulement détruire, mais renaître. Restez bien jusqu'à la fin car la vérité derrière cette rencontre va littéralement vous couper le souffle. Mais avant de plonger dans cette histoire, prenez une seconde, aimez, partagez, abonnez-vous et dites-moi d'où regardez-vous cette vidéo. J'adore voir jusqu'où voyagent de nos histoires. La chambre d'hôpital sentait le désinfectant et l'échec. Assis sur une chaise dans le couloir, la tête enfouie entre ses mains, David Kane attendait sans bouger. Dans sa poche, une lettre de démission froissée, coincée contre un petit flacon de pilule. 3 jours, cela faisait 3 jours que la fillette qui l'avait tiré de la neige refusait de dire un mot. 3 jours de silence obstiné, de regard vide, de refus de manger ou même de reconnaître qui que ce soit, sauf le chien. Un berger allemand allongé près de son lit, refusant lui aussi de bouger. Il aurait dû partir. Tout ce qu'il touchait, il le détruisait. Puis, il l'entendit. Un murmure, si faible qu'il pensa l'avoir imaginé. « Shadow !» David releva brusquement la tête. À travers la porte entr'ouverte, il vit la petite main tremblante de l'enfant glisser sur le museau du chien, caresser lentement les marques sombres autour de ses yeux. Des larmes coulaient sur ses joues creusées. Je croyais qu'il était revenu pour moi. David resta figé. Le chien qu'elle avait perdu dans l'incendie. Shadow. Et le berger allemand qui l'accompagnait désormais, Rex, lui ressemblait trait pour trait. 3 jours plus tôt, David Kane avait décidé de mourir. À 47 ans, il en paraissait 60. Le miroir de sa cabane isolée lui renvoyait le visage d'un étranger. Barbe de plusieurs jours, cernes profonds, regard éteint. Il portait la casquette de baseball de son fils défunt comme un talisman contre la douleur. Les miroirs, pensait-il, étaient faits pour les hommes qui avaient encore une raison de se regarder. Son vieux pick-up Ford, 15 ans d'âge et 190 000 miles au compteur, dormait dans l'allée d'une maison qui aurait dû être condamnée. Des factures s'empilaient sur le comptoir, surmontées d'un avis de coupure d'électricité. Il ne les ouvrait plus. Il dormait souvent dans son camion. La maison, elle, était pleine de fantômes. Cet hiver-là, le Montana était impitoyable. Moins 18 degrés la nuit. Des rafales de vent capables de tuer un homme en quelques minutes s'il restait dehors. 4 pieds de neige recouvraient Billings, transformant le paysage en tombeau blanc. Le froid ressemblait à ce qu'il ressentait à l'intérieur. Quelque chose de gelé depuis 6 mois et qui ne fondrait jamais. 22 ans dans la police d'État du Montana, 8 comme maître chien. Son seul lien restant avec le monde était Rex, un berger allemand de 8 ans qui semblait comprendre que son maître s'accrochait à la vie par un fil. Le chien ne le quittait jamais, le suivait partout, comme s'il craignait qu'un jour, David ne rentre pas. Ses mains tremblaient lorsqu'il tenait sa tasse de café. Il survivait à coups de nouilles instantanées et de café noir. 30 livres envolés, sans même s'en rendre compte. Son sergent lui demandait sans cesse s'il allait bien. Il mentait à chaque fois. Dans la boîte à gants, il gardait une lettre de démission signée, datée, et juste à côté, un flacon de somnifère. Une dose suffisante pour ne jamais se réveiller. Il avait tout planifié, finir sa dernière patrouille, rouler jusqu'au bois, avaler les pilules et laisser le froid faire le reste. Propre, silencieux, la fin d'un raté. 5 ans plus tôt, il avait sauvé un petit garçon d'un incendie. L'enfant s'était cassé le bras pendant la manœuvre, les parents avaient le porté plainte, 150 000 $ de dommages. Les journaux l'avaient baptisé « le flic qui blesse les enfants ». Il avait tout perdu. Sa réputation, ses économies, son avenir. 6 mois plus tôt, son fils, Ethan, s'était pendu dans le garage, 16 ans. Sur la lettre qu'il avait laissée, « Ils t'appellent un monstre à l'école, papa. Je ne veux plus être le fils d'un monstre. » Sa femme, Jennifer, était partie la même semaine. Ses derniers mots, « Tu passes ta vie à sauver des étrangers, mais pas ta propre famille. » 2 ans avant, sa mère, Margaret, avait péri dans un incendie. Il n'avait jamais eu la force de demander comment. Encore un échec, encore quelqu'un qu'il n'avait pas su sauver. Ce soir-là, alors qu'il roulait dans la nuit glaciale, il n'attendait plus rien. La radio grésilla soudain. Incendie structurel, 28 Maple Street.
Victime potentielle, enfant 8 ans. Sa main resta suspendue au-dessus du frein. Chaque fibre de son corps lui hurlait de ne pas y aller. Le dernier incendie lui avait tout pris. Sa carrière, son argent, sa vie, plus jamais. Rex émit un aboiement aigu, inhabituel. Il n'aboyait presque jamais en service. « Pas cette fois, mon grand », murmura David. « Je ne peux plus sauver personne. » Mais le chien bondit sur le siège passager et attrapa la manche de sa veste, tirant violemment vers l'avant, vers la lueur orangée qui déchirait l'horizon noir. David sentit les pilules appuyées contre sa hanche dans sa poche. Il pouvait ignorer l'appel, tourner à gauche, disparaître dans les bois, finir tout ça. Rex grogna, les yeux fixés sur lui, avec une intensité presque humaine. « Merde !» souffla David. Il tourna le volant vers la colonne de fumée. La route était verglacée, recouverte d'une neige fraîche. Il manqua de perdre le contrôle 2 fois. La radio hurlait, mère et fille portées disparues. Maison entièrement embrasée, risque d'effondrement imminent. 8 ans, le même âge que le petit garçon qu'il avait blessé autrefois. Il gara le pick-up 3 rues plus loin. Les pompiers bloquaient la voie, les gyrophares peignaient la neige de rouge et de bleu. Les flammes dévoraient une petite maison à 2 étages, le bois explosant sous la chaleur. David resta un instant dans le camion, moteur allumé, chauffage à fond. Sa lettre de démission glissa du siège. Peut-être que c'était ça, la fin qu'il méritait. Disparaître dans les flammes. Mais Rex n'attendit pas son ordre. Le berger allemand bondit par la fenêtre entrebâillée, atterrissant dans la neige. « Rex !» hurla David. Il sortit à son tour, s'enfonçant dans la poudreuse. Le chien fonçait droit vers l'arrière de la maison, museau au sol, comme s'il suivait une piste invisible. Les pompiers tentèrent de l'attraper, en vain. Rex fila dans l'allée, englouti par la fumée. David le suivit, suffocant, les yeux larmoyants. La chaleur était infernale, comment le chien pouvait-il tenir là-dedans? Puis il le vit, Rex immobile, assis droit, tête haute, le regard fixé sur un point, derrière une benne renversée. David s'approcha, le cœur battant. Là, recroquevillée dans la neige, gisait une petite fille d'à peine 8 ans, pieds nus, vêtue d'une simple chemise de nuit. Sa peau était bleue de froid, ses lèvres grises. Dans sa main crispée, un collier brûlé, la médaille à peine lisible, Shadow. David tomba à genoux. « Eh ma belle, tu m'entends ?» Aucun son. Il posa 2 doigts sur son cou. Un battement, faible mais présent. Vivante. Il retira sa lourde veste et l'enroula autour d'elle. Elle ne pesait rien. Comment avait-elle pu survivre 40 minutes dans ce froid? Rex s'approcha, léchant doucement son visage. La main minuscule bougea, trouva la fourrure du chien, s'y accrocha avec une force inattendue. « Infirmier !» cria David. « J'ai une enfant vivante !» Les secouristes arrivèrent en courant, avec une civière et des couvertures chauffantes. L'un d'eux tenta d'écarter la fillette du chien. Elle se mit à hurler, un cri si déchirant que tous s'arrêtèrent. « Laissez le chien !» ordonna David. « Monsieur, c'est contre le protocole ? Je m'en fous du protocole. » Le regard de l'enfant, agrippé à Rex, finit de convaincre le paramédic. Les deux furent installés ensemble dans l'ambulance. David monta derrière, incapable de s'éloigner. Il aurait dû retourner sur la scène, rédiger son rapport, mais quelque chose le retenait. Cette petite fille, ce chien, ce lien qu'il ne comprenait pas. L'ambulance filait à travers la tempête, sirène hurlante. David ne sentait plus ses doigts. La chaleur artificielle du véhicule ne parvenait pas à dissiper le froid qui s'était infiltré dans ses os. Sur la civière, la petite fille respirait faiblement. Son visage, presque aussi pâle que la neige qu'il venait de quitter. Rex était allongé, tout contre elle, son museau posé sur sa poitrine, comme s'il surveillait son cœur pour s'assurer qu'il ne s'arrête pas. Chaque fois que le moniteur faiblissait, le chien levait la tête, inquiet. À l'hôpital de Billings, la lumière blanche des néons était impitoyable. Tout semblait froid, distant, stérile. Le chef des pompiers, Raymond Kowalski, entra quelques minutes plus tard, couvert de suie. « La mère est morte », dit-il d'une voix grave. « Rebecca Carter, 34 ans, intoxication par la fumée. On l'a trouvée dans le couloir, elle essayait probablement d'atteindre la chambre de sa fille. » David ferma les yeux, le poing serré. « Et la petite ? Hypothermie de stade 2, engelures aux orteils. On risque d'en perdre 2, mais elle va vivre. Grâce à toi. » « Non, répondit David. « Grâce à lui. C'est Rex qui l'a trouvée. » Ray hocha lentement la tête. « Il y a autre chose. On a retrouvé un chien mort à l'intérieur, un berger allemand. Il ressemblait trait pour trait au tien. Brûlé vif devant la porte de la chambre. Le vétérinaire pense qu'il a bloqué la fumée le temps que la petite s'échappe par la fenêtre. » David sentit sa gorge se nouer. Il regarda la médaille qu'il tenait encore dans sa main. « Shadow. »
Le chien avait donné sa vie pour protéger l'enfant. Ray reprit, plus sombre, la porte de la chambre était bloquée de l'extérieur. Et on a trouvé des traces d'accélérant. Ce n'était pas un accident, David. Quelqu'un a mis le feu exprès. Quelqu'un a enfermé la gamine à l'intérieur. On recherche le beau-père, Mark Brennan. Les voisins disent qu'il s'était séparé de la mère 3 semaines avant. Antécédent violent. On ne le trouve nulle part. David resta silencieux. Dans la salle d'à côté, la petite fille, Léa, apprit-il, était branchée à des machines. Rex, allongé à côté du lit, ne la quittait pas des yeux. Aucun membre du personnel n'osa le faire sortir. Même le médecin-chef avait fini par dire « Tant qu'il ne gêne pas, qu'il reste ». Une femme aux cheveux gris entra. « Officier Kane, je suis Sandra Mitchell, service de protection de l'enfance. » Elle tenait un dossier rempli de papiers et de formulaires. La petite va s'en sortir physiquement, mais psychologiquement, c'est plus grave. Elle ne parle pas. Elle ne réagit à personne. Nous avons 72 heures pour trouver de la famille, sinon elle ira dans le système. « Famille ?» demanda David. Son père biologique est mort d'un cancer il y a 5 ans. Sa mère vient de mourir. Le beau-père est porté disparu. Pas de grands-parents, pas d'oncle ni de tante. Alors elle ira où ? En foyer, jusqu'à ce qu'on trouve un placement temporaire. Mais les enfants de cet âge avec un traumatisme aussi lourd, elle secoua tristement la tête. Les statistiques ne sont pas bonnes. David regarda à travers la vitre. Léa dormait, la main posée sur la tête de Rex. L'image lui serra le cœur. « Combien de temps avant qu'elle parte ?» demanda-t-il. Sandra consulte sa montre. 72 heures, mercredi, 11h47. 3 jours. 3 jours avant qu'elle disparaisse dans les rouages d'un système indifférent. Les jours passèrent dans un brouillard d'attente et de fatigue. David restait dans le couloir, dormant par tranches de 20 minutes sur une chaise en plastique. Les médecins, les psychologues, les infirmières, tous tentaient, sans succès, de briser le silence de la petite. Elle restait figée, muette, les yeux perdus dans le vide. La seule présence qu'elle acceptait, c'était celle du chien. Rex montait la garde à son chevet. Il ne bougeait que pour boire ou pour suivre les infirmières du regard lorsqu'elles changeaient les perfusions. Une infirmière murmura à David « Un matin, si on l'éloigne de lui, sa tension chute. » C'est comme si ce chien était la seule chose qui la maintenait en vie. Le 3e jour, alors que l'aube filtrait à travers les stores, David s'assit sur le banc du couloir. Il n'avait pas dormi depuis 2 nuits. Dans 4 heures, Sandra Mitchell reviendrait avec les papiers pour emmener Léa dans un foyer. Il sortit le flacon de pilules de sa poche. Il le regarda longuement. Son plan initial, mourir tranquillement, lui sembla à la fois lointain et soudain à portée de main. Mais comment pouvait-il penser à se tuer, alors que cet enfant, elle, se battait pour vivre? Il se sentait inutile, impuissant, un flic brisé, un père sans fils. Rien de plus. Un gémissement retentit dans la chambre. David se redressa. Par la vitre, il vit Léa assise dans son lit, le regard rivé sur Rex. Sa main tremblait lorsqu'elle effleura son museau. Les doigts glissèrent sur les taches sombres autour de ses yeux. Des larmes ruisselaient sur ses joues. « Shadow !» souffla-t-elle. Sa voix était à peine audible, rauque d'avoir été longtemps silencieuse. David entra, pétrifié. « Qu'est-ce que tu as dit ?» demanda-t-il doucement. Elle ne répondit pas. Ses doigts caressaient le visage du chien. « Je croyais que tu étais mort, » murmura-t-elle. « Je croyais que le feu t'avait pris. »« Tu es revenu pour moi ?» Elle se pencha, entoura Rex de ses bras, pleurant contre sa fourrure. David sentit quelque chose se briser en lui. Elle croyait que Rex était Shadow, le chien qui avait péri dans les flammes, et il ne pouvait pas la contredire. « Il t'a retrouvé », dit-il simplement, la gorge serrée. Léa releva lentement les yeux vers lui. Pour la première fois, elle le regardait vraiment. Ses prunelles sombres, trop grandes pour son visage, le détaillaient avec méfiance. « C'est toi, l'ange ?» demanda-t-elle d'une voix tremblante. « L'ange ? Celui qui m'a porté quand j'avais froid. » Il détourna le regard. « Non, petite, je ne suis pas un ange, juste un homme. » Elle hésita, puis chuchota. « Tu vas me laisser, toi aussi ?» Cette question le frappa de plein fouet. Après tout ce qu'il avait vécu, après tout ce qu'elle avait perdu, ces mots contenaient toute la peur du monde. Il sentit sa gorge se serrer, mais sa réponse fut immédiate. « Non, Léa, je ne te laisserai pas. » Une promesse. Fragile, irréfléchie, mais irrévocable. Derrière lui, une voix interrompit le moment. « Officier Kane ?» C'était Sandra, dans l'encadrement de la porte, le dossier contre sa poitrine. Elle avait tout entendu. C'est la première fois qu'elle parle depuis le drame.
Vous réalisez ce que cela signifie? David soupira. Elle pense que mon chien est le sien. Elle est perdue, traumatisée. Elle vous fait confiance, répondit Sandra. En 3 jours, vous êtes la seule personne avec cet animal à qui elle s'est ouverte. Vous savez ce que cela veut dire, n'est-ce pas? Il baissa les yeux. Qu'est-ce qu'il va lui arriver maintenant? Un foyer d'accueil, une femme du nom de Patricia Grant. Elle s'occupe déjà de 4 enfants. Elle est bien, mais ce sera difficile. David jeta un regard vers Léa. Elle tenait Rex contre elle comme si elle craignait qu'on le lui arrache. « Je veux l'adopter », dit-il soudain. Sandra cligna des yeux, stupéfaite. « Pardon? Je veux savoir ce qu'il faut faire. Dites-moi comment m'y prendre. » Elle consulta son dossier, hésitante. « Officier Kane, votre situation n'est pas favorable. Vous avez un passé compliqué, un procès, une faillite, la mort récente de votre fils. Vous vivez seul dans une maison à peine habitable. Je suis désolé, mais vous ne remplissez pas les critères. »« Alors, je les remplirai, » répliqua-t-il. « Peu importe ce qu'il faut faire. » Elle secoua la tête. « Vous auriez besoin d'une évaluation psychologique, de preuves de stabilité financière, d'un logement adapté, de référence, d'un avocat. Et les frais? Entre 15 et 22 000 $. Et ça prend des mois. J'ai du temps, dit-il calmement. J'ai promis à cette petite que je ne la laisserai pas. » Sandra resta silencieuse, le regard fixé sur lui. Elle avait vu défiler des centaines de dossiers, de belles promesses, de bonnes intentions, mais rarement un regard comme celui-là. Un regard qui disait « Je mourrai avant de trahir cette parole ». « Très bien », murmura-t-elle enfin. « Alors prouvez-le. » Le lendemain matin, David Kane entra dans le bureau du chef de la police, William Morrison. Le vieil homme, 60 ans passés, l'observa longuement à travers ses lunettes. Il connaissait David depuis 20 ans, depuis sa première affectation. Il l'avait vu monter en grade, puis sombrer après la mort de son fils. « Tu veux faire quoi exactement ?» demanda-t-il d'une voix basse. David posa son dossier sur la table. « Je veux adopter la petite. »« Léa. » Le chef resta un instant silencieux, les mains croisées. « Fils, tu n'es pas dans un bon état. Je t'ai vu dépérir depuis des mois. Pour être honnête, j'ai eu peur de te retrouver mort, un de ces matins. » David soutint son regard. « J'allais le faire, cette nuit-là. Avant de la trouver, j'avais les pilules dans ma poche. » Morrison pâlit. « Bon sang. »« Elle m'a ramené, chef. Elle est Rex. Je ne peux pas la laisser seule dans ce système. » Le chef soupira, retira ses lunettes. « Écoute-moi bien, tu es un bon flic, peut-être le meilleur que j'ai jamais formé, mais tu es fragile, traumatisé, et tu n'as pas un sou. Tu veux élever une enfant alors que tu n'arrives pas à payer ton chauffage? Alors aidez-moi à le faire, » dit David calmement. Le chef resta silencieux un long moment, puis soupira lourdement. « D'accord, mais tu vas devoir te battre pour ça. Et crois-moi, le système adore broyer les gens comme toi. » Le combat commença immédiatement. Les exigences administratives semblaient faites pour décourager les plus déterminés. Évaluation psychologique complète, revenu stable prouvant un minimum de 40 000 $ par an, logement inspecté et validé, référence de moralité, cours de parentalité et une montagne de frais légaux. Sur le papier, David était perdu d'avance. Son salaire net mensuel ne dépassait pas 3 400 $. Sa dette s'élevait à plus de 30 000. Sa maison, une cabane délabrée dans la vallée de Yellowstone, n'avait qu'une chambre, une plomberie douteuse et un chauffage à moitié cassé. Mais il n'avait pas peur des obstacles, il avait connu pire. Pendant 3 jours, il nettoya sa maison de fond en comble. Il jeta des années de souvenirs, les jouets de son fils, les vêtements de son ex-femme, les photos qui lui rappelaient tout ce qu'il avait perdu. Chaque sac poubelle emporté dehors était un peu de douleur en moins. Puis, il entreprit de réparer ce qui pouvait l'être. Il vendit les vieilles antiquités de sa mère, une lampe victorienne, une commode en chêne, une collection de livres anciens, 4 200 $. C'était peu, mais c'était un début. Il déposa la somme sur un compte séparé qu'il baptisa Léa. Il demande un prêt personnel à la banque, refusé. Casier de faillite trop récent, crédit détruit. Alors il prit un second emploi, agent de sécurité de nuit dans un entrepôt industriel, 6 $ de l'heure. Il travaillait désormais 16 heures par jour, dormait à peine 4. Son corps s'épuisait, mais son regard reprenait vie. Chaque mardi et chaque vendredi, il était autorisé à rendre visite à Léa, placée chez Patricia Grant, la famille d'accueil. Une femme d'une 50aine d'années, bienveillante mais débordée, qui élevait déjà 4 enfants. La première visite dura 2 heures.
Léa resta dans un coin du salon, recroquevillée, observant les autres enfants avec méfiance. Lorsque David entra, Rex à ses côtés, elle se leva aussitôt. Sans un mot, elle vint s'asseoir près du chien, posa la tête sur son dos et ne bougea plus. Elle resta ainsi pendant 90 minutes, silencieuse, paisible. Quand il fallut partir, elle leva vers lui un regard d'une tristesse infinie. « Mardi », promit-il. « Je reviendrai mardi. » Elle hocha la tête. Ce simple mot suffisait. À la 3e visite, elle lui tendit un dessin. 3 silhouettes dessinées au crayon, un homme grand, un chien et une petite fille. Les 3 se tenaient la main. Sous le dessin, elle avait écrit en lettres maladroites « Ma nouvelle famille ». Patricia, les larmes aux yeux, prit David à part. Elle parle de vous tout le temps, de Rex. Elle dit qu'un jour, elle rentrera à la maison avec vous. David sentit sa poitrine se serrer. Je fais tout ce que je peux, mais le système, je le sais. Patricia posa une main sur son bras. J'ai été famille d'accueil pendant 12 ans. Les enfants comme elle, ils s'attachent du vite, mais quand on les arrache à nouveau, ils se brisent de pour de bon. Si vous devez le faire, faites-le vite. Le 7e rendez-vous tomba le jour de son 9e anniversaire. Patricia avait préparé un gâteau au chocolat, invitant les autres enfants à chanter. Léa resta silencieuse pendant la chanson, fixant les bougies sans sourire. « Fais un vœu, ma chérie », dit Patricia. La fillette ferma les yeux, souffla d'un coup. Quand David lui demanda plus tard ce qu'elle avait souhaité, elle répondit simplement « Je ne peux pas le dire, sinon ça ne se réalisera pas ». Patricia lui confia plus tard « Ce matin, elle m'a dit son vœu. Elle a souhaité avoir un papa qui ne partirait pas. » Cette nuit-là, David resta assis dans son camion, incapable de rentrer. Ce vœu résonnait dans sa tête comme un écho douloureux. Les semaines suivantes, Léa commença une thérapie avec la docteure Emily Richardson, psychologue pour enfants. Le diagnostic fut sans appel. Troubles de stress post-traumatique complexe, culpabilité du survivant, anxiété chronique, peur de l'abandon. 3 séances par semaine à $200 chacune. L'assurance de David n'en remboursait qu'une partie. $1 800 à sa charge chaque mois. Il prit alors un 3e emploi le week-end. Jardinier pour une entreprise locale, réveil à 5 heures, service de police jusqu'à 15 heures, sécurité de nuit jusqu'à 23 heures, puis jardinage les samedis et dimanches. 4 heures de sommeil par nuit, le corps en ruine, les mains couvertes de callosité. Mais il s'en fichait. Il se battait pour quelque chose qui en valait la peine. Ses collègues le voyaient dépérir. Sarah Bennett, une jeune agente de son unité, finit par lui dire « Tu vas crever à ce rythme, David. Je vais vivre », répondit-il simplement. Le chef Morrison ordonna un contrôle psychologique obligatoire. Le rapport fut brutal. Dépression sévère, épuisement chronique, risque élevé d'effondrement. Le docteur Webb recommanda un arrêt immédiat. Morrison l'appela dans son bureau. « Tu es suspendu 2 semaines. Chef, je ne peux pas. Si je suis déclaré instable, je perds toute chance d'adopter Léa. Tu n'as pas le choix. Tu n'es plus un flic en ce moment. David, tu es un homme qui se noie. » David sortit du bureau, l'impression d'étouffer. Il consulta un avocat spécialisé en droit familial, maître Thomas Bradley, un homme à la barbe grise et au regard doux. « Mon tarif est de $12 000 de base, plus $250 de l'heure ensuite. » David posa sur le bureau une enveloppe remplie de billets. « J'ai $6 800. C'est tout ce que j'ai. » Bradley l'observa longuement. « Je prends le dossier. On trouvera un arrangement. Et pour ce que ça vaut, j'ai grandi dans le système, moi aussi. Je sais ce que cette gamine risque. » Le dossier d'adoption fut officiellement ouvert 3 semaines plus tard. Le juge a signé, Robert Patterson, réputé intransigeant. Première audience prévue dans 3 semaines. Avant ça, la maison de David devait être inspectée. L'inspectrice Dorothy Crane arriva un mardi matin avec un carnet à la main. Elle passa 2 heures à examiner chaque recoin, notant ses remarques d'un ton sec. Moisissure dans la salle de bain, électricité non conforme, une seule chambre. Le code de l'État exige une chambre séparée pour l'enfant. Chauffage insuffisant. Elle leva les yeux, impassible. Réparation estimée à $8 500. Délai minimal, 6 semaines. Je ne peux pas recommander cette maison dans l'état actuel. Quand elle partit, David resta immobile dans sa voiture, les mains sur le volant. $8 500. Il avait $400 sur son compte. Il sentit ses forces l'abandonner. Puis un samedi, il rentra du travail et découvrit 6 camions garés dans son allée. Ses collègues, leur famille et même des entrepreneurs qu'il ne connaissait pas. Jake Morrison, le fils du chef, tenait une caisse à outils. « Qu'est-ce que c'est que ça ?» balbutia David. Jake sourit. « On t'aide. Tu t'épuises à sauver cette gamine. Alors on va t'aider à te sauver toi-même. » Ils travaillèrent 3 jours sans relâche.
Réfection complète de la salle de bain, câblage électrique remis aux normes, isolation du toit, création d'une deuxième chambre dans l'ancien débarras peint en jaune, la couleur préférée de Léa. Des entreprises locales offrirent tous les matériaux, 3000 $ de dons. David tenta de les remercier, mais aucun mot ne sortit. Le jour où Dorothy Crane revint inspecter, elle resta silencieuse presque tout le long. Puis, en rangeant son carnet, elle déclara simplement « J'approuve, mais ne les décevez pas ». « Jamais », répondit David, les yeux humides. Une semaine plus tard, alors qu'il finissait un quart de nuit, Sarah Bennett l'aborda. « Mon frère gère les réseaux sociaux. Il veut raconter ton histoire. » « Mon histoire ?» Celle d'un flic brisé qui se bat pour adopter la petite fille qu'il a sauvée. David hésita. Il n'avait jamais compris ce monde virtuel. « Si tu crois que ça peut aider ?» Sarah posta l'histoire sur GoFundMe. Aider l'officier Kane à adopter Léa. En 24 heures, 8 400 $ furent récoltés. En 48 heures, 23 000. Puis l'histoire fit le tour du pays. Un policier ruiné tente d'adopter la fillette qu'il a sauvée d'un incendie. Les dons affluèrent. 47 000 $ en une semaine. Et au milieu de cette vague de soutien, un commentaire devint viral. L'officier Kane m'a sauvé la vie il y a 5 ans. Il m'a cassé le bras en me sortant du feu, mais il m'a sauvé. Mes parents l'ont poursuivi et j'ai compris qu'ils avaient tort. C'est un héros, aidez-le. Signé Tyler Henderson, 11 ans. Puis un autre message apparut, signé de Jennifer, son ex-femme. J'ai fui quand notre fils est mort. Je pensais que David était un monstre. Mais j'avais tort. Aujourd'hui, il sauve une enfant comme il a toujours essayé de sauver le monde. Je donne 5 000 $ et je témoignerai pour lui. Le téléphone de David explosa de messages. Des chaînes nationales contactèrent le commissariat. CNN, NBC, FOX. Tout le monde voulait parler de l'officier Kane et la fillette du feu. Mais le juge Patterson, imperturbable, déclara « Ce tribunal ne se laissera pas influencer par la popularité. Le verdict reposera uniquement sur les faits. » Il ignorait encore que parfois, les faits ne sont rien face à la foi d'un homme décidé à réparer sa vie. Le tribunal du comté de Yellowstone avait cette odeur de papier jauni et de désinfectant bon marché qu'ont tous les bâtiments trop vieux pour être rénovés. David portait son unique costume, celui qu'il avait mis à l'enterrement de son fils. La cravate était légèrement de travers, ses mains tremblaient. À ses côtés, son avocat, maître Bradley, feuilletait calmement des dossiers. Devant eux, assise bien droite, Sandra Mitchell représentait le service de protection de l'enfance. Son visage exprimait une neutralité presque glaciale. Elle n'était pas là pour juger David, elle était là pour défendre la loi. Le juge Robert Patterson entra sans un mot, un homme à la barbe blanche, au regard perçant. Il s'assit, feuilleta quelques pages, puis leva les yeux. « Officier Kane, je vous ai lu. J'ai lu tout votre dossier. Vous êtes un homme au passé complexe. Dépression, faillite, décès familial, suspension temporaire. Ce n'est pas le profil habituel d'un parent adoptif. Alors expliquez-moi, pourquoi cet enfant ?» David prit une profonde inspiration. « Parce qu'elle m'a sauvé, votre honneur. Je sais que c'est elle que j'ai trouvée cette nuit-là. Mais c'est moi qu'elle a ramenée à la vie. Je croyais que tout était fini, que je n'avais plus rien à offrir. Mais quand j'ai vu cette petite fille dans la neige, quand j'ai senti sa main s'accrocher à mon chien, comme si sa vie en dépendait, j'ai compris que c'était la première fois depuis des années que quelqu'un avait encore besoin de moi. » Le juge hocha lentement la tête, sans émotion visible. « Vous avez un chien, n'est-ce pas ?»« Oui, Rex. »« C'est lui qui a sauvé l'enfant ?»« Oui, monsieur. Il a tout fait. Moi, je n'ai fait que le suivre. » Un murmure parcourut la salle. Le juge referma le dossier. « Et vous pensez que cet animal, cette maison rénovée à la hâte, et votre salaire de policier suffisent à élever un enfant ?» David garda le silence un moment. « Non, monsieur. Je pense que rien ne suffit jamais. On fait juste de son mieux chaque jour pour être quelqu'un dont un enfant peut avoir confiance. Je n'ai pas tout, mais j'ai une promesse. Elle ne sera plus jamais seule. Et je tiendrai cette promesse quoi qu'il m'en coûte. » Le juge resta un long moment silencieux, le regard fixé sur lui. Puis il s'adressa à Sandra. « Madame Mitchell, votre recommandation ?» Sandra se leva, hésitante. L'agence ne peut pas ignorer les progrès spectaculaires de M. Kane. Sa maison a été approuvée. Il a stabilisé sa situation financière, il suit une thérapie hebdomadaire et bénéficie du soutien de la communauté. L'enfant montre des signes d'attachement profond. Cependant, la loi reste stricte. Nous recommandons une période de garde temporaire de 6 mois, avant toute adoption définitive. Le juge griffonna quelques notes. « Très bien, l'audience est suspendue. Je rendrai ma décision demain matin. »
David sortit de la salle d'audience vidée, incapable de savoir s'il devait espérer ou se résigner. Dans le couloir, Léa attendait avec Patricia. Elle tenait Rex par la laisse, vêtue d'une robe bleue que Patricia avait achetée pour l'occasion. Quand elle aperçut David, elle lâcha la main de Patricia et courut vers lui. « Alors ?» demanda-t-elle, essoufflée. Il s'accroupit à sa hauteur. « Le juge doit encore réfléchir. On saura demain. » Elle hocha lentement la tête, puis en parlant sans prévenir, elle se jeta dans ses bras. « C'est pas grave, papa. Moi, je sais déjà que je suis à toi. » Le mot le frappa comme un choc électrique. « Papa. » Il sentit sa gorge se nouer, ses yeux s'embuer. Ses bras se refermèrent sur elle avec une douceur qu'il ne se connaissait plus. « Moi aussi, ma chérie » murmura-t-il. « Moi aussi. » Le lendemain, le tribunal était plein à craquer. Des journalistes, des caméras, des voisins, tous voulaient assister à la décision. Le juge Patterson entra, l'air fermé. Il lut lentement le document posé devant lui. Après examen approfondi, le tribunal décide d'accorder à l'officier David Kane la garde provisoire de Léa Carter pour une période de 6 mois. Pendant cette période, il devra se soumettre à des visites de contrôle, à un suivi psychologique régulier et à une évaluation trimestrielle. Si ces conditions sont respectées, la demande d'adoption définitive sera considérée. La salle explosa d'applaudissements. Patricia, les larmes aux yeux, serra David dans ses bras. Sandra Mitchell hocha discrètement la tête, un sourire à peine perceptible. Léa, elle, ne bougea pas. Elle fixait le juge avec une intensité étrange. « Monsieur le juge ?» demanda-t-elle d'une petite voix. Il leva les yeux surpris. « Oui, ma chère, vous avez dit 6 mois, mais si je lui dis merci tous les jours pendant 6 mois, est-ce que ça ira plus vite ?» Un rire discret parcourut la salle. Même le juge ne put s'empêcher d'esquisser un sourire. « Je crois que ça ne peut pas faire de mal, jeune fille. » Le jour où Léa emménagea dans la maison de David, la neige tombait à gros flocons. Il l'avait prévenu. La maison était petite, un peu froide, mais c'était la leur. Quand elle franchit le seuil, elle resta figée. Dans le salon, une petite table l'attendait, recouverte de gâteaux. Sur le mur, une pancarte écrite à la main. « Bienvenue à la maison, Léa ». Elle avança lentement, effleurant les murs, les meubles, comme pour s'assurer que tout était vrai. Dans sa nouvelle chambre, peinte d'un jaune doux, un lit neuf, une peluche de berger allemand et une photo d'elle, Rex et David, prise quelques semaines plus tôt. Elle se retourna vers lui, les yeux brillants. « C'est... pour moi ? Pour toi ? Oui. Et je peux rester ici ? Pas juste un peu ?» Il s'accroupit, posa une main sur son épaule. « Aussi longtemps que tu voudras. » Elle le serra dans ses bras avec une force surprenante. « Alors c'est fini. Le feu, les cauchemars. Tout ça c'est fini, hein ?» Il lui caressa doucement les cheveux. « Oui, ma chérie, c'est fini. » Mais il mentait. Car cette nuit-là, dans la maison enfin silencieuse, David fut réveillé par un bruit dans le couloir. Un pas léger, puis un murmure. « Shadow ?» Il sortit du lit en sursaut. Léa n'était plus dans sa chambre. La porte d'entrée était entr'ouverte. Dans la cour, la neige tombait sans bruit. Léa se tenait au milieu du jardin, pieds nus, vêtue de sa chemise de nuit. Rex était assis à côté d'elle, immobile. David courut vers elle, paniqué. « Léa, qu'est-ce que tu fais dehors ?» Elle le regarda, les yeux grands ouverts, le visage livide. « Il était là ?» Dans la neige, il m'appelait « Shadow ». Il voulait que je le suive. David sentit un frisson glacé lui parcourir l'échine. « Léa, il n'y a personne. » Elle secoua la tête. « Si, il m'a dit que le feu n'était pas fini, qu'il revient. » David la serra fort contre lui, tremblant. « Ce n'est qu'un rêve, Léa, rien de plus. » Mais au fond de lui, il savait que ce n'était pas un simple cauchemar. Car quelques heures plus tard, la police reçut un appel. Une maison venait de brûler, à 5 miles de là. Même schéma, même accélérant, même signature. Et le suspect principal venait d'être aperçu près du domicile de David Kane. L'aube grise filtrait à peine à travers les rideaux quand le téléphone sonna. David, encore engourdi, décrocha d'une voix rauque. « Officier Kane, ici le sergent Collins. On a eu un incendie cette nuit. Même méthode, accélérant au propane, allumage retardé, porte bloquée de l'extérieur, 2 blessés, 1 mort, et on a trouvé quelque chose sur les lieux. » David fronça les sourcils. Quelque chose, une médaille, plaquée argent, gravée au dos, pour Léa. Un long silence suivit. « Je vous envoie d'une patrouille, David. On pense que Brennan est de retour. Mark Brennan, le beau-père disparu, suspect principal dans l'incendie de la maison Carter. L'homme qui avait enfermé une fillette de 8 ans dans une chambre en flammes. Le genre de monstre que David avait juré de retrouver. » Il raccrocha,
sortit de la chambre et descendit les escaliers à pas rapides. Dans le salon, Léa dormait sur le canapé, la tête posée sur Rex. Le chien leva aussitôt la tête, oreille dressée. Quelque chose dans son attitude mit David sur ses gardes. Il se dirigea vers la fenêtre, des traces dans la neige, 3 empreintes distinctes, 2 humaines, une canine. La 3e trace, plus profonde, semblait récente. Elle contournait la maison avant de disparaître vers la forêt. David sentit son cœur s'accélérer. Il se pencha, effleurant la neige du bout des doigts. Elle était encore molle. Quelqu'un était là, il y a moins d'1 heure. Il se retourna vers Rex. « Montre !» murmura-t-il. Le chien se redressa, museau au sol, et se mit à suivre la piste. David enfila sa veste, attrapa son arme de service, puis jeta un dernier regard à Léa. Elle dormait profondément, les mains serrées contre la fourrure du chien en peluche qu'il lui avait offert. La piste serpentait entre les pins enneigés, disparaissant par endroits sous les branches. L'air était glacial, le vent coupant. Rex avançait sans hésiter, concentré, comme s'il connaissait déjà la destination. Au bout d'1 quart d'heure, ils atteignirent une cabane abandonnée. Toit effondré, vitres brisées, une odeur de brûlé dans l'air. David fit signe au chien de rester derrière. Il poussa doucement la porte, arme levée. À l'intérieur, le sol était jonché de papier brûlé. Au centre, une chaise en métal entourée de cordes et de taches sombres. Du sang, beaucoup trop pour un simple accident. Et sur le mur, tracé au marqueur noir, « Elle n'est pas à toi ». Un frisson parcourut son dos. Brennan, un bruit derrière lui. Une branche craqua, il se retourna, arme braquée. Rien, seulement le souffle du vent. Puis Rex grogna, un grondement sourd, profond, comme un avertissement. David fit 2 pas vers l'extérieur. Sur un tronc d'arbre, quelque chose brillait. Une photo, épinglée avec un clou. Il s'approcha lentement. C'était Léa, dans sa chambre. Une photo prise à travers la fenêtre. Il courut jusqu'à la maison, le cœur battant à s'en rompre. La porte d'entrée était grande ouverte. « Léa !» hurla-t-il. Pas de réponse. Son arme tremblait dans sa main. Il balaya la pièce du regard. Tout était renversé. Les coussins, les jouets, la lampe brisée. Sur la table, un papier. Une écriture tremblait. « Tu ne peux pas me la voler 2 fois !» Un aboiement éclata dans le couloir. Rex. Il se rua vers la chambre, David sur ses talons. Là, au milieu du désordre, Léa était recroquevillée sous le lit, les yeux grands ouverts, tremblante. « Il était là !» murmura-t-elle. Dans la fenêtre, il me regardait. David la prit dans ses bras, essayant de calmer sa respiration. Rex tournait autour d'eux, nerveux, les oreilles dressées, la queue raide. « Je te promets, ma chérie, je ne le laisserai plus t'approcher, jamais. » Mais au fond de lui, il savait qu'il n'avait jamais été aussi proche de le perdre. Les heures suivantes furent un tourbillon. Patrouille, rapports, officiers, empreintes relevées dans la neige. Tout indiquait une présence autour de la maison entre 4 et 5 heures du matin. Le FBI fut alerté, incendie multiples, schémas de violence, menaces ciblées. L'affaire devenait fédérale. Pendant ce temps, Léa restait silencieuse. Chaque bruit la faisait sursauter. Elle refusait de dormir seule. Rex, lui, ne la quittait pas. Il dormait au pied de son lit, oreilles dressées, grognant au moindre mouvement. Une nuit, alors que David terminait un rapport, Léa descendit les escaliers. « Tu dors pas, ma chérie ?» Elle secoua la tête. « Je veux te montrer quelque chose. » Elle tenait un carnet entre ses mains, une vieille couverture en cuir, tachée. « C'est ta maman, dit-elle. Je l'ai trouvée dans la boîte où elle cachait ses lettres. » David prit le carnet. Les pages étaient remplies d'une écriture soignée, des pensées, des dates, des fragments de phrases, puis il tomba sur une page qui le glaça. Marc devient imprévisible. Il parle d'argent, de dettes, de choses qu'il doit à des gens dangereux. Il dit que si je le quitte, il brûlera tout. J'ai peur pour Léa. Si quelque chose m'arrive, il faut qu'on retrouve les papiers dans la boîte bleue du grenier. David sentit la colère monter. Il referma brusquement le carnet. Où est cette boîte ? Dans la maison, celle qui a brûlé. Tu sais si elle avait une copie ? Léa hocha la tête. Maman m'avait dit qu'elle avait mis les papiers importants dans le coffre de la banque. David inspira profondément. D'accord. Demain, on ira là-bas, ensemble. Le lendemain, ils se rendirent à la First National Bank. Léa tenait la main de David, l'autre serrant la laisse de Rex. L'employé de guichet vérifia les registres, puis hocha la tête. Oui, il y a bien un coffre au nom de Rebecca Carter. Mais l'accès nécessite une autorisation judiciaire ou la présence d'un représentant légal. David montra son insigne. « J'ai une enquête ouverte, et la fille de la défunte est ici. Ouvrez-le. »
L'employé hésita, puis s'exécuta. La salle du coffre était froide, silencieuse. Elle déposa une boîte métallique sur la table. David l'ouvrit. À l'intérieur, des documents, des photos et une clé USB. Il la glissa dans sa poche. Sur la couverture d'un dossier, une phrase manuscrite. « Si quelque chose m'arrive, donne ceci à la police. » Code 1716. De retour à la maison, David inséra la clé dans son ordinateur. Un dossier crypté apparut. Il entra les codes, 1716, des vidéos, des factures, des enregistrements. Rebecca Carter avait tout documenté. Des transferts d'argent suspects, des photos de Brennan avec des hommes liés à un réseau de blanchiment. Et, plus inquiétant encore, des courriels. « Si tu parles, Rebecca, je te fais brûler vive. Toi et ta gamine. » Monsieur David sentit la nausée monter. Brennan n'était pas un simple homme violent. Il faisait partie d'un cercle bien plus sombre. Et maintenant, il était de retour pour effacer toute trace. Ce soir-là, après avoir mis Léa au lit, David s'assit sur le porche, les yeux perdus dans la neige. Rex se coucha à ses pieds, la tête posée sur ses bottes. « T'as vu, mon grand ? On est en plein dedans, encore une fois. » Le chien leva lentement les yeux vers lui. Dans ce regard, il y avait quelque chose d'humain. De protecteur, David soupira. « On va le trouver, toi et moi. » Il leva les yeux vers le ciel. Une lumière au loin dans les bois, comme un éclat d'allumette ou une flamme, puis plus rien. Le feu n'était pas fini. Et cette fois, c'était lui qu'on venait brûler. Les jours suivants furent un tourbillon de tensions silencieuses. La maison, pourtant rénovée et chaleureuse, semblait vibrer d'une inquiétude invisible. Léa dormait mal. Chaque nuit, elle se réveillait en criant, trempée de sueur, les yeux hagards. David accourait aussitôt, la prenant dans ses bras, mais rien n'y faisait. Une nuit, elle hurla si fort que Rex bondit sur le lit, les poils hérissés. David alluma la lampe. Léa tremblait de tout son corps. « Il était là !» cria-t-elle. « Dans le feu !» Il m'appelait encore. « Qui ça ?» demanda-t-il doucement, la serrant contre lui. « Shadow. Mais ce n'est pas lui. C'est un autre. Il a ses yeux, mais ils sont vides. Il me dit de venir, qu'il faut finir ce qu'on a commencé. » David sentit un frisson lui glacer la nuque. Ce n'était pas la première fois qu'elle parlait du chien brûlé, comme s'il l'appelait. Mais cette fois, quelque chose dans sa voix était différent. Elle semblait certaine. Le lendemain, David emmena la clé USB et les documents au bureau du shérif. Le chef Morrison l'attendait, l'air grave. « Tu devrais me dire ce que tu cherches à prouver, David. Que Brennan n'était pas un mari violent isolé, que tout ça, les incendies, les menaces, font partie d'un réseau plus large. » Morrison feuilleta l'os papel. Des virements vers une société écran Larkwood Holdings. « Tu sais ce que c'est ?» David hocha la tête. « Une couverture. J'ai contacté un ancien collègue du FBI. Il m'a dit que ce nom revenait dans plusieurs dossiers d'incendie suspects. Toujours la même signature, accélérant au propane, dispositif à retardement, et un message crypté laissé sur place. » Le chef soupira. « Et tu crois que Brennan bosse pour eux, ou qu'il a essayé de les faire chanter, et qu'ils l'ont fait taire ?» Il posa sur le bureau la photo trouvée près de la cabane. « Et maintenant, ils viennent pour Léa. » Le chef resta silencieux, puis dit doucement « Tu devrais quitter la ville, David. Juste le temps qu'on comprenne à qui on a affaire. » Et la laisser ici ? Jamais. Morrison le fixa un instant, puis murmura « Alors protège-la, à tout prix. » Cette nuit-là, le vent hurlait dehors. David n'arrivait pas à dormir. Il relisait encore et encore les dossiers de Rebecca Carter, tentant de déchiffrer le puzzle. Chaque nom, chaque transaction, chaque trace menait à la même conclusion. Quelqu'un haut placé couvrait ces incendies. Une assurance, peut-être ? Une société immobilière qui profitait des sinistres ? Il ouvrit la vidéo suivante. Rebecca parlait face caméra, la voix tremblante. « Si quelqu'un regarde ça, ça veut dire que Mark a tenu sa promesse. Il a dit qu'il allait tout brûler, mais il n'agit pas seul. Il obéit à quelqu'un qu'il appelle le commandant. Je ne sais pas qui c'est. Je sais juste que ce n'est pas un homme qu'on peut affronter sans y laisser sa vie. » Puis l'écran devint noir. David resta figé plusieurs minutes. Le commandant. Un nom comme une menace. Vers 2 heures du matin, un grondement retentit dans le jardin. Rex. Le chien aboyait furieusement, collé à la fenêtre. David attrapa son arme et sortit. La neige craquait sous ses bottes. Une silhouette fuyait vers les bois. Grande, fine, encapuchonnée. « Police, arrêtez-vous » hurla-t-il. Mais la silhouette disparut dans l'obscurité. Au sol, près de la clôture, une boîte métallique. David s'en approcha avec précaution. Elle était tiède. À l'intérieur, une enveloppe. Sur le papier, une seule phrase. « Tu n'as pas compris, Kane. Ce n'est pas elle qu'on veut. C'est toi. » Il sentit son estomac se tordre. Pourquoi lui ?
Le lendemain matin, il confia Léa à Sarah Bennett pour la journée. « Je dois vérifier quelque chose, me dit-il. » Sarah fronça les sourcils. « Tu penses que c'est un piège ? Je pense que c'est un message. Et je veux savoir qui me l'a envoyé. » Il retourna à la cabane dans les bois. Les lieux semblaient vides. Mais quelque chose avait changé. Sur le mur, là où le message « Elle n'est pas à toi » était écrit, une nouvelle inscription « Tu ne peux pas effacer le feu avec tes larmes ». Il prit une photo, puis, en balayant la pièce avec sa lampe torche, il remarqua un trou sous la dalle du plancher. Il l'écarta avec son pied, une trappe, à l'intérieur, des journaux, un vieux talkie et un téléphone jetable. Il appuya sur le bouton, une seule vidéo s'ouvrit. L'écran montrait Mark Brennan, sale, mal rasé, les yeux injectés de sang. « Tu veux jouer au héros, Kane ? Tu veux sauver la petite fille ? Tu crois que c'est elle qu'ils veulent ? Non, c'est toi. Parce que tu as fouiné là où il ne fallait pas. Parce que tu as trouvé la clé. Et parce que, dans ton dossier, il y a des choses qu'ils ne veulent pas que le monde voie. » Il approcha la caméra de son visage. « Tu crois que ton fils s'est suicidé à cause de toi ? Regarde mieux. » L'image coupa net. David sentit le sang se glacer dans ses veines. Non, impossible. Il resta figé, respirant difficilement. Puis il arracha la carte SD du téléphone et rentra en trombeux chez lui. Léa jouait sur le tapis, un dessin entre les mains. « Regarde, papa !» Il force un sourire. « C'est magnifique, ma chérie. » Mais son esprit était ailleurs. Ce message, cette menace. Et si tout ça n'avait jamais été un hasard, il inséra la carte dans son ordinateur. Une seule vidéo s'afficha, celle du garage, son garage. La caméra cachée montrait son fils, Ethan, ce jour-là. Un homme entrait, visage masqué. Une dispute éclata, puis un cri. L'homme agrippa Ethan, le força à écrire quelque chose sur un papier, puis il quitta la pièce. Quelques minutes plus tard, le corps d'Ethan pendait au plafond. David tomba à genoux, le souffle coupé. Ce n'était pas un suicide, son fils avait été exécuté. Rex s'approcha lentement, posant sa tête contre sa main. David murmura, la voix brisée. « Tout ce temps, ils me l'ont pris aussi. » Léa s'approcha timidement, sans comprendre. « Papa, tu pleures ?» Il essuya ses larmes. « Non, ma chérie. J'ai juste mal au cœur. » Elle posa sa main sur la sienne. « C'est pas grave. Rex et moi, on va le réparer ton cœur. » David la serra contre lui, incapable de répondre. Mais dans son regard, il n'y avait plus seulement de la tristesse. Il y avait de la colère, froide, silencieuse, inarrêtable. Cette nuit-là, il sortit seul sur le porche. Le ciel était noir, les étoiles absentes. Il parla à voix basse, comme une prière. « Tu veux me brûler ? Tu veux que je m'effondre ? Alors regarde bien, parce que cette fois, c'est moi qui viens chercher le feu. » Rex, à ses côtés, leva la tête. Ses yeux reflétaient la même détermination. Et quelque part dans les bois, une flamme s'alluma. Comme si quelqu'un ou quelque chose venait d'accepter le défi. Le jour se leva sur une ville couverte de givre. David n'avait pas fermé l'œil. Les images de la vidéo tournaient en boucle dans sa tête. Son fils, la corde, l'homme masqué, et cette phrase gravée dans sa mémoire « Tu crois que ton fils s'est suicidé ? Regarde mieux, il n'avait plus de doute, quelqu'un, quelque part, l'avait puni pour avoir creusé trop profondément. Et maintenant, il revenait finir le travail. Il passe la matinée à fouiller les données de la clé USB. Chaque fichier, chaque contact, chaque transfert bancaire, tous menés à la même société. Larkwood Holdings, basé officiellement à Helena, Montana, mais la plupart des adresses IP pointaient vers une base militaire désaffectée, dans les collines de Red River, une propriété fermée depuis 20 ans, utilisée jadis pour des essais expérimentaux sur le feu. Il imprima les coordonnées, les glissa dans sa veste. Morrison lui avait ordonné de rester en retrait, mais David Kane n'avait jamais su obéir quand un enfant était en danger. Avant de partir, il alla dire au revoir à Léa. Elle dessinait sur le sol, concentrée, entourée de crayons. « Tu vas quelque part ?» demanda-t-elle sans lever les yeux. « Juste une enquête, je rentre ce soir. » Elle hocha la tête, sans un mot. Quand il se pencha pour l'embrasser, elle murmura « Fais attention au feu qui bouge. » Il fronça les sourcils. « Quoi ?» Elle releva la tête. Ses yeux semblaient plus sombres que d'habitude. « Dans mes rêves, il y a un feu qui marche. Il a la voix de maman. Il me dit que ce n'est pas fini. » David sentit un frisson glacé lui remonter l'échine. « Ce n'est qu'un cauchemar, Léa. D'accord ?» Elle le fixa longuement. « Peut-être, mais dans mes rêves, Rex me protège. Et quand je me réveille, il a les pattes brûlantes. » Il resta sans voix. La route vers Red River était déserte. Des pins calcinés bordaient la route, vestiges d'un incendie ancien. Rex était assis à côté de lui, silencieux, la tête tournée vers la vitre. Le GPS indiqua
Zone restreinte, accès interdit. David coupa le moteur à une centaine de mètres de la barrière et continua à pied. Le vent siffla entre les carcasses rouillées de bâtiments militaires. Il avança, arme au poing, jusqu'à un ancien hangar. À l'intérieur, des bidons d'essence, des outils et un grand tableau couvert de photos et de cartes. Au centre, Léa Carter. Des flèches reliaient son visage à d'autres, Rebecca Carter, David Kane, Ethan Kane, et un mot entouré de rouge, purge. Un bruit de pas. Il se retourna, braquant son arme. Un homme sortit de l'ombre, main levée, grand, costume sombre, visage marqué. « Calmez-vous, officier Kane. Si je voulais vous tuer, je l'aurais déjà fait. »« Qui êtes-vous » L'homme sourit. « Appelez-moi le commandant. » David sentit la rage monter. « Vous avez tué mon fils. Vous avez brûlé Rebecca. Vous avez failli tuer Léa. Pourquoi ?» Le commandant resta impassible. « Parce qu'ils ont vu ce qu'ils n'auraient pas dû voir. Parce qu'ils ont découvert que les incendies n'étaient pas des accidents. C'étaient des effacements, des purges ciblées, des gens qui devaient disparaître. Et moi, gronda David, vous deviez simplement mourir avec eux. » David tira. Le commandant esquiva d'un pas, la balle ricocha contre un pilier. En une fraction de seconde, des hommes surgirent de l'ombre, armes braquées. David plongea derrière une caisse, Rex bondit en avant, grognant, abattant l'un des assaillants d'un seul coup de mâchoire. Le chaos éclata. Des balles sifflèrent, des éclats de bois volèrent. David tira à l'aveugle, touchant un deuxième homme, puis soudain, un cri. « Rex !» David tourna la tête. Son chien venait de s'effondrer, touché à la patte. Il se rua vers lui, le souleva et s'élança hors du hangar sous une pluie de balles. Il courut jusqu'à la forêt, haletant, le souffle brûlant dans la gorge. Rex boitait mais refusait de s'arrêter. Derrière eux, le hangar explosa dans une boule de feu. Ils marchèrent des heures dans la neige avant de retrouver la route. David plaça Rex à l'arrière du pick-up, banda sommairement sa patte blessée. Il conduisit sans un mot, le regard vide, l'esprit en flammes. Le commandant. Les purges, les incendies, et maintenant, lui. Lorsqu'il arriva à la maison, la nuit était tombée. Léa dormait dans le canapé, blottie contre la couverture de Rex. Sarah, assise dans un coin, se leva d'un bond. « Qu'est-ce qui s'est passé ?»« Un piège, dit-il simplement. Il savait que je viendrais. » Elle regarda Rex, sa patte bandée, le sang sur le plancher. « David, tu dois te rendre. Tu es hors de ton autorité. Le FBI veut t'interroger. » Il la fixe droit dans les yeux. Ils font partie du même réseau, Sarah. Si je me rends, Léa est morte. Cette nuit-là, il dormit à peine. Léa fit encore un cauchemar. Mais cette fois, elle se réveilla sans crier. Elle vint simplement s'asseoir à côté de lui, sur le canapé. Je l'ai revu, papa. Le feu qui marche. Mais maintenant, je sais qui c'est. David la regarda, inquiet. Qui ? Elle prit une grande inspiration. C'est pas un monstre, c'est maman. Elle brûle pas pour me faire peur. Elle brûle pour me montrer le chemin. Le chemin vers quoi, Léa ? Elle posa une main sur sa poitrine. Vers la vérité. Elle m'a dit que toi aussi tu étais dans le feu, avant, que tu avais oublié. David sentit sa gorge se serrer. Elle a dit quoi d'autre ? Que le commandant te connaissait, avant que tout ça commence, avant même le premier incendie. Il la fixa, incapable de parler. Comment tu peux savoir ça, Léa ? Elle haussa les épaules. Je sais pas, c'est juste... dans ma tête, comme si quelqu'un me chuchotait des souvenirs qui sont pas les miens. Le lendemain, il décida de confronter la vérité. Il appela son vieil ami du FBI, Jack Harlow. « Tu m'as parlé d'un lien entre l'Arkwood Holdings et des expérimentations militaires, tu te souviens ?»« Oui, un vieux programme, Code, Phoenix Protocol, un projet de manipulation thermique, officiellement abandonné dans les années 90. Pourquoi ? Parce que quelqu'un le fait revivre. Et je crois qu'ils se servent du feu comme d'une arme. » Un silence au bout du fil. Puis Jack murmura « Kane, tu veux une vérité ? La voici. Ton nom figure dans les premiers fichiers du projet Phoenix. Tu étais volontaire avant ton accident. » David sentit le sol se dérober sous ses pieds. « Non, c'est impossible. Je n'ai jamais... » « Tu avais 20 ans, David, blessé lors d'un incendie industriel. On t'a soigné dans une base militaire de Red River. Les médecins disaient que tu ne devais pas survivre. Et puis, tu t'es réveillé, sans souvenir. » Le sang de David se glaça. « Qu'est-ce que tu es en train de me dire ? Je te dis que tu n'as pas trouvé le feu t'a créé. » Il raccrocha, incapable de respirer. Léa entra à ce moment-là, tenant la photo qu'il gardait sur le buffet. Lui, jeune, en uniforme de pompier. « C'est toi là ? » « Oui, c'est moi. » Elle le regarda longuement. «
Alors pourquoi t'as les mêmes yeux que le feu dans mes rêves? David sentit un tremblement dans ses mains. Rex s'approcha, grogna faiblement, puis posa sa patte sur sa jambe. Léa ajouta doucement « Peut-être que maman veut pas qu'on ait peur du feu, papa. Peut-être qu'elle veut qu'on s'en serve. » Cette nuit-là, David ne dormit pas. Il s'assit dans le noir, observant la flamme vacillante du poêle à bois. Elle semblait vivante. Elle dansait, presque consciente. Et dans son reflet, il crut voir un visage, le sien, plus jeune, souriant, et une voix, lointaine, résonna dans sa tête. « Tu veux éteindre les flammes, David? Alors souviens-toi de celles que tu portes. » Rex releva soudain la tête, les oreilles adressées. Léa descendit les escaliers, pieds nus, les yeux mi-clos. « Il arrive, murmura-t-elle. Le commandant. Il vient finir ce qu'il a commencé. » Dehors, au loin, un grondement monta dans la nuit. Pas le vent, un moteur, des phares, et la silhouette d'un convoi approchant lentement par la route enneigée. David se leva, le regard fixe. Il caressa la tête de Rex, serra la main de Léa. « Rentre dans la chambre, ma chérie, et quoi qu'il arrive, ne sors pas. » Le feu dehors recommençait à bouger. La nuit tomba d'un seul coup, épaisse, étouffante. Au loin, les phares des véhicules se rapprochaient lentement. 4 silhouettes massives, noires, sans un signe. Des véhicules tout-terrain blindés. David éteignit toutes les lumières de la maison. Le silence s'installa, dense, presque sacré. Léa dormait à l'étage, profondément, grâce au somnifère que la docteure Richardson lui avait prescrit. Rex, blessé mais alerte, se tenait posté devant la porte, les crocs découverts. David prit son arme, vérifia le chargeur et ferma les yeux un instant. Il pensa à Ethan, à Rebecca et à Léa, cette petite fille qu'il n'aurait jamais dû trouver et qui avait tout changé. Dehors, les moteurs s'arrêtèrent. Le vent porta une voix grave, claire. « Officier Kane, nous savons que vous êtes là. Rendez-vous et personne ne sera blessé. » Il sourit amèrement. « C'est marrant, » murmura-t-il. « C'est exactement ce qu'ils ont dit à ma mère avant de la brûler vive. » Puis il tira la première balle, les vitres explosèrent, les murs tremblèrent, des hommes vêtus de noir envahirent la cour, armés jusqu'aux dents. David se replia derrière le canapé, ripostant coup pour coup. Les éclairs des tirs illuminaient la pièce dans un vacarme assourdissant. Rex bondit en avant, abattant un homme d'une morsure à la gorge. Une deuxième rafale éclata, projetant des éclats de bois partout. David roula jusqu'à la cuisine, rechargea, visa à travers la fenêtre. 2 hommes tombèrent. Le troisième lança une grenade fumigène. En quelques secondes, la maison fut noyée dans la brume. David tira Léa du lit, la souleva dans ses bras. « Papa, qu'est-ce qui se passe? Chut, regarde-moi, écoute-moi bien. Tu te rappelles la trappe sous le plancher ?» Elle hocha la tête, tremblante. « Tu y vas avec Rex. Tu n'en sors sous aucun prétexte, compris? Mais et toi? Je vais venir te chercher, je te le promets. » Rex s'approcha d'elle, lui lécha la main. Il savait. David lui murmura « Protège-la ». Le chien répondit d'un grognement bas, comme un serment. La trappe se referma juste au moment où la porte d'entrée volait en éclats. Le commandant entra, silhouette immense dans la fumée. Son visage restait caché sous une cagoule noire. Sa voix pourtant, David la reconnut immédiatement. Calme, posé, autoritaire. « Je t'avais dit que le feu te retrouverait, Kane. Montre ton visage, espèce de lâche. » L'homme retira lentement sa cagoule. Et le monde de David s'arrêta. Ce n'était pas un inconnu, c'était William Morrison, son chef, son mentor, son ami. David recula d'un pas sidéré. « Toi? Non, c'est pas possible. C'est toi qui m'as forcé la main, David. Tu fouillais dans ce que tu ne devais pas? Tu voulais la vérité? La voilà, le projet Phoenix n'est pas mort. Il n'a jamais cessé. Tu en es la preuve vivante. » David sentit son cœur battre, à tout rompre. « Pourquoi moi? Pourquoi mon fils ?» Morrison s'approcha lentement, presque paternel. « Parce que tu étais le seul à avoir survécu au feu originel, le seul dont le corps a résisté. On t'a étudié, réparé, modifié, puis on t'a effacé la mémoire. Ethan a découvert les dossiers. Il allait tout révéler. Je n'ai pas eu le choix. » David hurla, tira. La balle traversa l'épaule de Morrison, celui-ci ne broncha pas. « Tu ne comprendras jamais, David. Nous avons créé quelque chose de plus grand que nous. Le feu n'est pas une arme, c'est un héritage. Et Léa est la clé. T'approches pas d'elle, enfoiré ?» Morrison esquissa un sourire. « Oh, elle a déjà commencé à entendre les voix, n'est-ce pas? Elle voit ce que toi, tu refuses de voir. Rebecca le savait. C'est pour ça qu'on l'a effacée. » David, fou de rage, se jeta sur lui.
Les deux hommes s'affrontèrent au milieu de la pièce entre la fumée et les flammes qui commençaient à gagner les murs. Un coup de feu éclata, David tomba à genoux, la main sur son flanc ensanglanté. Morrison leva son arme. « Finissons-en, Kane. Tu as servi ta cause, il est temps de retourner au feu dont tu es né. » Un grondement monta derrière lui. Rex, le berger allemand surgit de la fumée, bondissant sur Morrison avec la rage d'un démon. L'arme tomba, un cri retentit, et les deux corps s'écrasèrent contre la table. David, haletant, attrapa son revolver. Une seule balle, il visa, tira. Morrison s'effondra, la poitrine traversée. Le silence retomba. Rex boitait, le flanc en sang, mais vivant. David s'approcha, lui posa la main sur la tête. « Bon chien, tu l'as fait. » Le chien lécha sa main faiblement. Les flammes gagnèrent la cuisine, puis les escaliers. Le plafond commença à craquer. David arracha la trappe, attrapa Léa dans ses bras. « On s'en va !» Elle sanglotait. « Et Rex ? Il est juste derrière nous. » Ils sortirent en courant dans la neige, la maison flambant derrière eux. David s'effondra à genoux, tenant Léa contre lui. Rex tituba jusqu'à eux, puis s'allongea, le regard fixé sur la flamme qui montait vers le ciel. Léa posa sa main sur sa tête. « T'as encore chaud, Rex ?» murmura-t-elle. Le chien leva lentement les yeux vers elle, et pendant un instant, juste un instant, David crut voir dans son regard autre chose, une lumière, la même que celle qu'il avait vue dans le feu des années plus tôt. Rex ferma les yeux. Les sirènes hurlèrent au loin. Des voitures de police, des ambulances, des pompiers. Mais David n'entendait plus rien. Le commandant, Morrison, gisait dans la maison, englouti par les flammes. Rex, son compagnon, son frère d'armes, venait de s'éteindre. Et Léa, tremblante, blottie contre lui, murmura « Il a dit que le feu était en toi, papa. Qu'est-ce que ça veut dire ?» David leva les yeux vers la maison en feu. Les flammes semblaient l'écouter. Elles ne le consumaient pas. Elles l'entouraient, comme si elles le reconnaissaient. Un pompier arriva, paniqué. « Monsieur, vous devez vous éloigner !» Mais David restait immobile. La chaleur l'enveloppait, familière, paisible. Il murmura pour lui-même « Peut-être que le feu n'est pas venu me tuer. Peut-être qu'il est venu me réveiller. » Léa serra sa main. « Je veux pas qu'il t'emporte. » Il sourit. « Il ne m'emportera pas. Il m'attend. » Et au loin, dans le reflet des flammes, il crut apercevoir une silhouette. Une femme. Rebecca, souriante. Le lendemain, les journaux titrèrent « Explosion mystérieuse à Red River ». Un ancien officier soupçonné d'avoir démantelé un réseau secret d'expérimentation. Un héros controversé sauve une fillette et disparaît dans l'incendie. Mais ceux qui vivaient près du lac jurèrent avoir vu autre chose, une lumière au milieu de la nuit, et un chien, noir et feu, courant à travers les flammes, sans jamais brûler. 6 ans avaient passé, le Montana avait changé, mais pas ses hivers. La neige tombait toujours avec la même lenteur, recouvrant les routes, les maisons, les souvenirs, comme pour ensevelir la douleur sous un manteau de silence. Léa Kane avait 14 ans maintenant. Ses cheveux, autrefois clairs, s'étaient assombris. Son regard, lui, portait encore la trace du feu. Elle vivait dans une petite maison au bord d'un lac gelé, sous la garde de Sarah Bennett, la collègue et amie de son père. Le monde croyait David mort, mais Léa, au fond d'elle, n'y avait jamais cru tout à fait. La nuit, elle se réveillait souvent en sursaut. Elle sentait l'odeur du bois brûlé, entendait des craquements dans les murs, et parfois, juste avant de rouvrir les yeux, une voix lui murmurait « Ne crains pas la flamme, ma fille ». Elle et toi, elle se levait alors, ouvrait la fenêtre, respirait l'air glacé. Et presque toujours, elle le voyait, un grand chien noir au pelage brillant sous la lune. Il la fixait calmement avant de disparaître entre les arbres. À l'école, on la surnommait la fille du feu. Certains inventaient des rumeurs, d'autres la fuyaient, mais Léa s'en moquait. Ce qui la troublait, c'était ce qu'elle sentait au fond d'elle, une chaleur qu'elle ne contrôlait pas, qui grandissait un peu plus chaque jour. Un soir, en rentrant, elle trouva une enveloppe sur le perron. Pas d'adresse, pas de nom, juste une flamme dessinée au feutre rouge. Son cœur accéléra. À l'intérieur, une clé USB et un mot « Quand tu seras prête ». Sarah voulut prévenir la police, mais Léa refusa. « C'est pour moi », dit-elle simplement. Elle monta dans sa chambre, ferma la porte, inséra la clé dans son ordinateur, un seul fichier. Vidéo.mp4, l'écran s'alluma, et la voix qu'elle entendit fit battre son cœur si fort qu'elle en eut les larmes aux yeux. « Léa, si tu regardes ça, c'est que je ne suis plus là. Mais ce que je vais te dire ne meurt pas avec moi. » C'était David, son père, vivant, dans la mémoire du feu.
Tu portes en toi la même chose que moi. Ce que Morrison appelait une malédiction, ta mère le voyait comme un don. Le feu ne détruit pas Léa. Il révèle, il se souvient. Sur la vidéo, son père souriait, debout dans la neige, le vent dans les cheveux. À ses côtés, un chien. Rex, tu n'as plus à avoir peur. Le feu t'écoute, il t'obéit. Il te reconnaît. C'est à ton tour maintenant. Trouve ce qu'on a commencé. Termine ce que je n'ai pas pu finir. L'image vacilla, puis s'éteignit. Léa resta immobile. Puis elle sentit quelque chose bouger sous sa peau. Une chaleur douce mais vivante. Elle leva la main, et dans sa paume une flamme naquit. Elle ne brûlait pas, elle respirait. Au même instant, une silhouette apparut dans l'ombre de sa chambre. Un chien noir, massif, les yeux dorés. Rex, vivant ou revenu. Léa murmura « C'est toi, hein, tu l'as retrouvé ?» Le chien posa sa tête contre sa main. La flamme s'éteignit, et dans ce silence, elle sut qu'elle n'était plus seule. Les semaines passèrent. Léa changea. Elle n'avait plus peur du feu. Un jour, une bougie renversée mit le feu à un tapis. Sarah cria. Léa s'avança calmement, posa sa main sur la flamme. Elle s'éteignit aussitôt. Pas de douleur, pas de brûlure, juste la paix. « Qu'est-ce que tu es devenue, Léa ?» demanda Sarah bouleversée. La jeune fille répondit d'une voix calme, « Quelqu'un qui comprend enfin pourquoi tout a brûlé. » À 18 ans, Léa partit. Elle laissa un mot, une promesse. « Ne t'inquiète pas, je dois comprendre. Je reviens quand j'aurai trouvé la vérité. » Son instinct la mena jusqu'à un endroit oublié du Montana. Le lac des cendres. Au bord de l'eau, une cabane isolée. La cheminée fumait. Léa frappa. Un vieil homme ouvrit. Ses yeux, clairs comme la glace, semblaient la traverser. « Tu es venu ?» dit-il simplement. « Vous êtes le docteur Mercer ?»« Oui. Et toi, tu es la fille du feu. » L'intérieur de la cabane sentait le vieux bois et les archives brûlées. Sur une étagère, Léa aperçut une photo. Son père, plus jeune, aux côtés du vieil homme. « Vous le connaissiez ?» demanda-t-elle. « Mieux que quiconque, » répondit Mercer. « Je l'ai créé, lui et le premier Rex. » Le sang de Léa se glaça. « Qu'est-ce que ça veut dire ? Ton père faisait partie du projet Phénix. Une expérience pour comprendre la résistance humaine au feu. On a joué avec la génétique, les émotions, la mémoire. On a fusionné l'homme et la flamme. Et lui a survécu. » Il posa une main sur son épaule. « Ce que tu es, Léa, c'est l'aboutissement de ce projet. Le feu ne te consume pas. Il t'écoute. Pourquoi moi ? Parce que tu es né de deux âmes qui ont refusé de mourir. C'est dans ton sang. » Elle secoua la tête. « Je ne veux pas être un monstre. »« Tu ne l'es pas, » répondit Mercer. « Tu es le remède. » Cette nuit-là, Léa ne dormit pas. Elle s'assit au bord du lac, Rex à ses côtés. Le vent soufflait fort, soulevant la neige autour d'eux comme une tempête d'étincelles. « Papa, qu'est-ce que tu ferais à ma place ?» murmura-t-elle. Le vent se calma, et dans l'eau noire du lac, un reflet apparut, celui de son père. « Tu ne peux pas éteindre le feu, Léa, mais tu peux choisir ce qui l'éclaire. » Alors elle sut. Le lendemain, Mercer se réveilla seul. Sur sa table, un mot, le feu doit continuer. Mais cette fois, il ne détruira pas, il guérira. Au loin, sur la colline, il aperçut Léa. Elle marchait dans la neige, Rex à ses côtés. Autour d'eux, la neige fondait sans brûler. Elle brillait. Léa leva la main. Une flamme s'en échappa, pure, dorée, presque vivante. Et partout où elle passait, la terre se régénérait. Les arbres calcinés reverdaient, les cendres redevenaient sols. Les mois suivants, on parla d'un miracle. Des forêts renaissaient, des villages détruits retrouvaient la vie. Et partout, des témoins racontaient avoir vu une jeune femme aux yeux d'ambre marcher au milieu des flammes, un grand chien noir à ses côtés. On l'appelait la gardienne des braises. Personne ne savait d'où elle venait, personne ne savait où elle allait. Mais ceux qui la voyaient disaient tous la même chose, quand elle passe, le feu s'apaise. Un soir, sur une montagne balayée par le vent, Léa s'arrêta. Devant elle, le monde, derrière elle, la lumière des flammes. Elle posa sa main sur la tête de Rex. « Papa avait raison, » murmura-t-elle. « Le feu n'est pas la fin, c'est le commencement. » Rex aboya doucement, et tous deux s'enfoncèrent dans la nuit. Leurs silhouettes se fondirent dans l'horizon, portées par une lueur douce et dorée. Une lumière qui ne détruisait plus, une lumière qui réchauffait, car parfois, le feu ne vient pas pour punir. Il vient pour guérir, et ce qu'il laisse derrière lui, ce n'est pas la cendre, c'est la vie.